La France possède elle aussi son usine atomique. L'usine de retraitement des déchets de La Hague est du même type que celle de Mayak. Yannick Rousselet de Greenpeace France étudie depuis 20 ans l'impact de cette usine sur l'environnement. Ouais, donc là, en fait, on se trouve juste dans l'alignement de la sortie du tuyau de rejet radioactif, donc qui vient de l'usine Cogema de La Hague. Donc juste derrière moi, il y a l'usine Cogema. Et puis ce tuyau, il part en mer, 4,5 km de conduite, et il se rejette à 1700 mètres de l'extrémité de la pointe de La Hague. Ici, en dessous, là, on a l'équivalent de 33 millions de fûts de 200 litres de déchets nucléaires qui, tous les ans, passent ici à travers donc ce tuyau et sont rejetés en mer. Si ces produits étaient conditionnés dans des fûts, depuis 1993, il serait formellement interdit de les rejeter. L'accord international de 1993 avait interdit les rejets radioactifs en mer, mais à partir des bateaux seulement. Cela peut sembler paradoxal, les rejets par les conduites terrestres restent bien légaux. La conduite de l'usine de La Hague rejette chaque jour 400 mètres cubes de déchets radioactifs dans les courants de la Manche. On peut mesurer certains éléments comme l'iode 129 jusque dans l'Arctique. Greenpeace a filmé ses équipes de plongeurs en train de faire des prélèvements sous-marins. Les analyses réalisées au laboratoire de la CRIRAD montrent que certains fonds marins sont devenus de véritables étables déchets radioactifs. Cette conduite rejette césium, cobalt et autres éléments que l'on retrouve ensuite dans toute la chaîne alimentaire, dans les algues, les crustacés, les mollusques. Suite à l'investigation considérable qu'on avait fait sur le tuyau et tout ce qu'on avait pu démontrer, on a eu l'idée de se dire, mais après tout, il y a aussi un autre émissaire qui pose problème, c'est les rejets gazeux. Donc là, on a dit, mais comment on pourrait faire? Alors on s'est dit, la meilleure solution pour se mettre à hauteur des cheminées, c'est d'utiliser des cerfs-volants. Donc on a pris de très très grands cerfs-volants, sur lesquels on a monté le long du câble un petit tuyau, et puis on a pompé l'air, on a pompé le gaz à la hauteur des cheminées, à l'extérieur de l'établissement, et regardez ce qu'il y a dans le panache. Et c'est là où on a trouvé des seuils extrêmement importants, de dizaines de milliers de becquerels par litre d'air, de tous les produits radioactifs rejetés par l'établissement de La Hague. Finalement, ça n'avait jamais été mesuré, on était les premiers. Suite à ces mesures de krypton qu'on a fait dans l'environnement, on s'est dit quand même, ça serait bien de regarder un petit peu ce qui se passe concrètement. Et donc on a utilisé pour ça un logiciel américain, qui est celui qu'utilise Cogema, pour regarder la dispersion de ce krypton 85. Et alors là, on a pris la source de krypton, qui part de cette cheminée, et on a regardé comment ça se disperse sur l'Europe. Et on s'aperçoit qu'en 2-3 jours, suivant la direction des vents, l'ensemble de l'Europe est concerné par ces rejets. On a fait des expériences où on peut mesurer, on peut fixer facilement le calendrier de cisaillage des combustibles de Cogema La Hague sur le toit de l'université de Gand en Belgique ou sur le toit de l'université de Genève. Il faut voir que, en fait, ces rejets de La Hague, on est quasiment dans la situation d'un accident permanent. C'est comme si on avait un problème sur une centrale nucléaire et que finalement, on avait un rejet permanent. On est en situation accidentelle permanente, mais légale. Les prélèvements faits autour de l'usine de La Hague ont été analysés par Bruno Charéron du laboratoire de la CRIRAD. Donc les prélèvements qui ont été faits par Greenpeace avec les cerfs-volants ont montré une activité très importante en krypton dans l'atmosphère au-dessus de La Hague, des bouffées de l'ordre de 90 000 becquerels par mètre cube. Et comme ces bouffées interviennent chaque fois qu'il y a de la dissolution, autrement dit en permanence durant les heures ouvrables, le fonctionnement de l'usine, il y a en moyenne des niveaux de krypton qui peuvent être, selon les mesures d'ailleurs d'Areva aujourd'hui, de l'ordre de 1000 becquerels par mètre cube, en permanence, en moyenne annuelle, dans certains villages autour de La Hague. Autrement dit, les gens autour de La Hague respirent en permanence du krypton radioactif, en clair de l'air radioactif. L'usine de La Hague est vraiment une des installations du monde qui a les autorisations les plus importantes. Si on regarde par exemple la quantité de krypton qui a été rejetée par l'ensemble de tous les essais d'armes nucléaires, les 500 essais atmosphériques d'armes nucléaires, c'est de cet ordre de grandeur.
on voit que l'usine de La Hague, en une seule année, par exemple en 99, a rejeté dans l'atmosphère plus de krypton 85 que toutes les explosions atomiques qui ont été faites pendant des décennies par l'homme. Et comme la période de ce gaz est de 10 ans, il s'accumule progressivement dans l'atmosphère. On le voit par exemple sur ce graphique. Depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, les années 90 et 2000, la concentration en krypton radioactif dans l'atmosphère de l'hémisphère nord ne cesse d'augmenter. Et ça, c'est dû au rejet des installations de retraitement, dont évidemment La Hague. Certains éléments radioactifs, comme le tritium ou le krypton 85, sont très difficilement piégeables. Il serait extrêmement coûteux de les récupérer. Mais l'usine de La Hague a l'autorisation de les rejeter en grande partie ou en totalité dans l'environnement. Cette autorisation est fixée par l'autorité de sûreté nucléaire qui contrôle toutes les installations. André-Claude Lacoste en est le directeur général. Alors, comment sont fixés les rejets de l'usine de La Hague? Oui. Alors, c'est un processus dans lequel l'exploitant, donc en l'occurrence Areva, nous écrit désormais pour dire voilà les rejets que nous souhaiterions faire. Alors, premièrement, nous faisons une étude technique en nous appuyant sur notre appui technique, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'IRSN, pour regarder si la demande est techniquement raisonnable. Bon, est-ce que les rejets demandés correspondent à ce qui est raisonnable? Et puis nous faisons une deuxième étude. Est-ce que les rejets, tels qu'ils sont demandés, peuvent ou non avoir des conséquences sur la population alentour? Bon, et nous essayons ensuite de fixer un niveau d'autorisation de rejet aussi faible qu'il est possible en tenant compte de ces deux éléments. Quand on cisaille les barres de combustible, on relâche des gaz rares, dont le krypton 85 par exemple. C'est typiquement un gaz qu'on ne peut pas piéger, et donc la norme va être proportionnelle à l'activité de l'usine. Est-ce que c'est correct? Face à une situation de ce genre, nous disons à Cogema, regardez la façon dont vous pouvez modifier vos processus, regardez la façon dont vous pouvez piéger tel ou tel rejet, et nous vous fixons telle échéance pour nous présenter les résultats de vos recherches. Est-ce qu'on peut piéger le krypton 85? Jusqu'à présent, non. Mais nous avons demandé à Cogema de chercher à réduire ses rejets sur ce genre de sujet. Ce n'est pas facile, ça veut dire. L'usine de La Hague a sa propre équipe qui fait des prélèvements et contrôle ses retombées radioactives. Nous rencontrons son responsable, accompagné du directeur de la communication du site. Est-ce que les rejets de l'usine contaminent l'environnement? Non, je ne parlerai pas de contamination. Nos seuils de mesure sont tels que on détecte la radioactivité naturelle. Et donc, nous sommes dans le bruit de fond de la radioactivité naturelle. Donc, si on ne parle pas de contamination, on parle de quoi? Moi, je parle d'absence d'impact. Enfin, il y a... Bon, enfin, on va la refaire, là, parce que je... Le responsable de la communication de l'usine intervient. La question, c'est est-ce que l'environnement est contaminé, quoi? Voilà. Oui. Donc, l'environnement, il n'est pas contaminé. Non, il n'est pas contaminé. Il n'est pas contaminé. Vous avez des traces, vous avez des traces, on trouve des traces dans l'environnement. Il n'y a pas de contamination. On comprend la gêne de ces employés d'Areva. Depuis la naissance de l'usine, on leur demande un exercice de communication impossible. Ils doivent reconnaître que cette exploitation rejette des déchets radioactifs dans l'environnement sans avoir le droit d'employer le mot contamination. Il y a seulement des traces. On sait qu'il y a des rejets radioactifs dans l'environnement, mais l'industrie nucléaire nous dit que ces rejets ne sont pas dangereux puisqu'ils sont en dessous des normes sanitaires. Le problème, c'est que lorsqu'Areva dit « nous sommes en dessous des normes », la bonne question, c'est est-ce que ces normes sont pertinentes? Et le problème, c'est qu'elles ne le sont pas. Ces normes sont basées sur le modèle Hiroshima-Nagasaki, où là-bas, les gens ont été exposés à une irradiation intense, mais externe et très courte. À La Hague, ça n'a rien à voir.
Les gens qui vivent autour respirent en permanence, mangent en permanence des éléments faiblement contaminés de l'air de la chaîne alimentaire. Et donc, leur corps reçoit à de très faibles niveaux, mais en permanence, des doses de radiation à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle une contamination interne, chronique, à très faible niveau. Ce n'est pas du tout le même système, ce n'est pas du tout le même modèle. Et on l'a bien vu, par exemple, à Tchernobyl. En se basant sur ce modèle d'Hiroshima et Nagasaki, les scientifiques avaient dit, autour de Tchernobyl, on ne constatera jamais d'augmentation de cancer, c'est pas possible. Et puis au bout de 5 ans, ils se sont aperçus qu'il y avait une épidémie massive de cancer de la thyroïde chez les très jeunes enfants, et ils ont été obligés de reconnaître que le modèle était faux. Eh bien, autour des installations nucléaires, c'est le même problème. On applique un modèle de risque qui n'est pas représentatif. Donc il y a bien autour de La Hague un impact de contamination de l'environnement, et il est très probable que ça conduise à un impact sanitaire. Et c'est pourquoi utiliser ce modèle pour prédire le nombre de gens qui auront un cancer autour de La Hague, c'est une absurdité scientifique. Être soumis à de faibles doses de radiation, ça augmente les risques de cancer. Ce ne sont pas les associations qui le disent, c'est la Commission internationale de protection radiologique. Cette commission considère, en ayant pris en compte les études qui existent sur l'homme, sur les animaux, que le modèle de risque sans seuil est le modèle le plus réaliste. Autrement dit, que considérer que toute dose, même très faible, augmente bien les risques de cancer, c'est le modèle qui rend le mieux compte de la réalité.